de l'environnement et de la santé humaine notamment. Et vous allez nous parler du rôle de l'ONU en matière de promotion d'un droit à l'environnement sain, enfin à partir de la promotion d'un droit à l'environnement sain jusqu'à un nouveau rapporteur spécial aux Nations Unies en charge des questions climatiques. Vous avez la parole donc pour 20 minutes. Et puis, je rappelle aux participants que vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou à la fin, lever la main. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs, les autres panélistes aussi hier pour des échanges particulièrement intéressants. Je veux dire, je regrette beaucoup le fait qu'on ne puisse pas se retrouver après ou pendant les pauses café pour vraiment engager la conversation, parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, je pense, qui brûlent à l'intérieur, et nous amènent vraiment à vouloir contribuer à des échanges passionnés sur certains sujets. L'intitulé de ma présentation, de ma contribution était assez large, et hier, Christelle avait mentionné qu'on entendrait peut-être parler aujourd'hui des résultats aussi ou de la pertinence de la COP26 sur certains sujets. Donc, j'ai décidé de me concentrer pour essayer de garder le plus de temps possible pour la conversation, juste vraiment sur les 6 dernières semaines, parce qu'il s'est passé tellement de choses en 6 semaines, des progrès, évidemment des échecs aussi. Donc, je vais me concentrer sur les développements qu'on a vus, qui sont vraiment historiques, même si leur portée, leur impact concret va dépendre de ce qu'on arrive à faire de ces résultats, mais vraiment des pas en avant sans précédent au Conseil des droits de l'homme. Et après, je parlerai un petit peu de la façon dont on voit aussi un apport des droits de l'homme dans les négociations climat et ce qu'on peut-être peut conclure, enfin, ce qu'on peut, comment on peut évaluer la droit de l'homisation de la COP26. Et pour les deux sujets, j'essaierai de faire le lien avec le contentieux et les présentations, en tout cas les discussions d'hier. Donc d'abord, je vais commencer par la climatisation des institutions possédant un mandat sur les droits de l'homme, et en particulier pour la présentation d'aujourd'hui, vraiment sur les développements au Conseil des droits de l'homme en septembre et octobre dernier, donc lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme, qui se réunit 3 fois par an, pardon. On a eu 2 développements vraiment significatifs. Ce n'est pas du tout prévu qu'on les ait à ce moment-là, on s'attendait à d'autres sessions, et particulièrement le fait que les 2 soient arrivés en même temps montre juste une maturité des 2 initiatives, mais en aucun cas il s'agissait d'une approche conjointe. Au contraire, il y a beaucoup d'acteurs qui ont essayé de pousser l'une ou l'autre des initiatives sur le côté pour clarifier l'agenda. Et en fait, on a vu que le Conseil des droits de l'homme pouvait finalement prendre des décisions significatives sur ces sujets en parallèle sur 2 sujets en même temps à partir du moment où les propositions font vraiment sens. Et je pense que c'est ça un des points principaux. Donc, le premier, c'est la reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable. Alors, on peut se réjouir évidemment de la reconnaissance par le Conseil de ce droit, le fait que ce soit aussi reconnu pour le vote du Conseil par une très large majorité, au-delà des attentes, je pense, de beaucoup de parties prenantes. On a eu, au Conseil des droits de l'homme, il y a 47 membres, on a eu 43 votes favorables, 4 abstentions, aucun vote opposé, les 4 abstentions étant la Chine, la Russie, le Japon et l'Inde. C'était une résolution portée par le Costa Rica, la Slovénie en particulier, les Maldives, le Maroc aussi, la Suisse, plus tard dans le processus. Et à la fois donc une réjouissance de finalement obtenir cette reconnaissance et d'un large soutien des États, mais aussi évidemment se demander toujours pourquoi est-ce qu'en 2021, on doit se réjouir de la reconnaissance d'un droit à un environnement sain qui n'a pas aussi de mécanisme de protection juridique comme les autres droits qui sont protégés par les différentes conventions des Nations Unies. En tout cas, pour la plupart de la population, puisqu'évidemment, la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît ce droit pour les enfants. Mais ça, c'est l'exception, disons, dans le régime qui existait jusqu'à octobre. L'historique, évidemment, 1972, déclaration de Stockholm, une référence au droit à un environnement sain, et aussi aux obligations qui en découlent pour tout un chacun. 1994, peut-être aussi un événement ou un développement qu'on oublie assez facilement,
La première rapporteure spéciale sur droits de l'homme et environnement, qui était Madame Fatma Zora Xentini, c'était une rapporteure spéciale, évidemment pas du Conseil des droits de l'homme qui n'existait pas, mais de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Elle avait été donc chargée avec un mandat très clair sur droits de l'homme et environnement, et elle avait déjà recommandé la reconnaissance par les Nations Unies du principe suivant: toutes les personnes ont le droit à un environnement sûr, sain et écologiquement rationnel. Ce droit et d'autres droits de l'homme, dont les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, sont universels, interdépendants et indivisibles. Si vous regardez ce paragraphe en 1994, vous retrouvez presque entièrement les deux premiers paragraphe de la résolution qui a été adoptée en octobre, la reconnaissance du droit et la reconnaissance des liens entre les différents droits, aussi pour éviter cette approche générationnelle. Il y aurait une première génération beaucoup plus importante, une deuxième qu'on a rajoutée après sur les droits économiques, sociaux et culturels, et puis ces droits flous qui ne devraient pas être judiciarisés de la même manière ou protégés de la même manière, qui sont plus les inspirations politiques. On a entendu ce message assez souvent dans les négociations, malheureusement. Et donc, en 1994, déjà, il y avait cette vision de pousser, de demander aux Nations Unies vraiment de reconnaître ces liens. Et heureusement, le Conseil des droits de l'homme a finalement fait le pas en avant qu'on attendait depuis très longtemps. Évidemment, il y avait ce manque dans la reconnaissance des droits, dans le catalogue des droits reconnus par les Nations Unies, mais énormément de progrès a été fait entre-temps, tant au niveau régional, que ce soit la reconnaissance explicite du droit dans la charte africaine, la reconnaissance du droit aussi après à travers le contentieux et les décisions, les opinions aussi de la Cour interaméricaine, et puis évidemment la dérivation d'un droit à Strasbourg par le biais d'autres droits reconnus, en particulier par l'article 2, l'article 8. Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a parlé hier, même si ce n'était pas toujours directement en lien avec le droit à un environnement sain. D'après le rapporteur spécial David Boyd, il y a aussi 156 pays, donc près de 80% des États qui ont reconnu le droit à différents niveaux. En 2021, finalement, la discussion a été remise sur la table, ou en 2020, disons, c'est un processus qui a duré à peu près 18 mois. Il y a eu un soutien plus massif que prévu lors du vote, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, démontrant que malgré les réticences exprimées par de nombreux États lors des négociations, lors des consultations qui ont précédé cette adoption, à la fin, lorsqu'un pays pose sur la table, dans une session publique, un texte d'une portée aussi symbolique, il est très difficile politiquement pour beaucoup d'États de s'opposer de manière publique à la reconnaissance du droit. Une des raisons des réticences de beaucoup d'États, et en particulier de la timidité, qui est très regrettable, je trouve, de beaucoup d'États européens lors des négociations, le fait qu'ils aient quand même laissé beaucoup, le Costa Rica, la Slovénie, les États plus progressifs d'Amérique latine, vraiment défendre le droit et la reconnaissance contre les attaques d'un groupe d'États opposés. Elle vient entre autres de liens avec le contentieux. Il y a quelques États très clairement où dès qu'on parle de droit à un environnement sain, tout de suite on sent des réticences qui sont liées avec des risques de contentieux. Et d'ailleurs, le négociateur américain en a joué beaucoup, puisque lors de la première négociation, il a immédiatement demandé à ses collègues de bien réfléchir s'ils avaient un mandat pour exposer leur État à un contentieux plus important sur ces questions-là, en essayant de jouer un peu sur cette peur. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à avoir cette reconnaissance en septembre et en octobre? Et après, je parlerai des prochaines étapes. Déjà, ça faisait donc 18 mois que le processus était en cours de consultation, de conversation. Et puis, parce qu'en septembre-octobre, il y a deux États majeurs ou des acteurs importants qui n'étaient pas en position de force pour opposer la reconnaissance. Le premier, c'était le Royaume-Uni qui allait accueillir la COP 26 et qui pouvait difficilement se permettre 3 semaines avant de s'aligner avec la Russie pour rejeter la reconnaissance du droit. Et le deuxième, c'est que les États-Unis ont décidé d'eux-mêmes lors de l'administration précédente de se retirer du Conseil des droits de l'homme, et du coup c'était l'opportunité unique pour pousser un vote en absence des États-Unis, puisque c'est clair que et les États-Unis l'ont affirmé de manière très forte, systématique, le fait qu'ils ne soutiennent pas cette reconnaissance. Hier, on discutait un petit peu de l'approche très restrictive de la protection des droits aux États-Unis et de l'interprétation de ce que les droits contiennent. Et là, on en a eu une démonstration très forte, malheureusement.
Les prochaines étapes, on a des discussions qui sont en cours dans le contexte de la déclaration à venir de 2022, qui est la déclaration décennale sur les questions de développement durable. C'est bien sûr Stockholm plus 50 ou Rio plus 30, selon comment vous voulez regarder les choses, ou Johannesburg plus 20. Mais on voit des réticences, des difficultés très fortes de même reprendre le texte qui a déjà été adopté au Conseil des droits de l'homme. Et ça vient en particulier du fait que ces déclarations dans le contexte du développement durable, elles sont sur la base du consensus. Et du coup, un front qui est en train d'émerger de manière très forte, et c'était le cas juste la semaine dernière dans les négociations facilitées depuis Nairobi, un front Washington et Moscou qui s'oppose à toute référence au droit peut affaiblir et empêcher l'émergence d'un consensus. Donc là, je pense qu'il y a peu à attendre. Par contre, plus important, c'est la reconnaissance du droit par l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui simplement reprend le texte qui a été discuté à Genève. Et donc, on s'attend à l'adoption d'une telle résolution au printemps, juste pour finir le processus. Et là, par contre, ça devrait poser moins de problèmes puisqu'il s'agit d'un vote. À partir du moment où on arrive à avoir une majorité suffisamment forte, ça enverra un message très fort et permettra vraiment de conclure en fait ce chapitre. Quels sont les bénéfices? Il y a beaucoup de questions. Il ne s'agit pas d'un nouveau traité, d'un nouveau protocole. Il y a quelques bénéfices immédiats. Par exemple, juste pour en donner un très concret, le Fonds vert pour le climat a dans ses politiques des garanties environnementales et sociales. Le Fonds vert pour le climat, on parle de plusieurs milliards qui sont facilités, qui sont distribués chaque année. Il a un mandat pour protéger les droits humains défini de la manière suivante. Toute activité soutenue par le Fonds vert pour le climat seront conçues et mises en œuvre de manière à promouvoir, protéger et assurer le respect universel et l'observation des droits humains pour tous reconnus par les Nations unies. Donc, clairement, le Conseil des droits de l'homme ajoute un droit que le Fonds vert pour le climat doit maintenant prendre en considération. On espère aussi un rôle de catalyseur, à la fois au niveau national pour les pays qui n'ont pas reconnu, pour les pays qui ont reconnu le droit, mais où le juge hésite à reconnaître le droit comme vraiment un vrai droit. Et ça, c'est un débat qui a été très intéressant, par exemple, lors de l'arrêt de la Cour suprême en Norvège. Oui, il y a un droit protégé, énoncé de manière constitutionnelle, mais est-ce que le législateur voulait vraiment utiliser le mot de droit ou est-ce qu'on parlait plus de principe? Et en fait, une réinterprétation des termes qui était très intéressant et je pense qu'il répond un petit peu aussi aux questions hier qu'on avait. Est-ce que c'est au rôle du juge d'interpréter et de créer de nouvelles obligations? Et là, en fait, on voit plutôt un juge qui essaie d'éviter en fait, ou d'affaiblir les obligations telles qu'elles ont été énoncées de manière quand même relativement explicite. Au niveau régional, c'est aussi très intéressant de voir ce droit puisqu'il y a des travaux en cours à Strasbourg. Et au niveau international, ça donne un mandat plus fort pour toutes les Nations unies de travailler sur ce sujet. Et aussi, on espère pour que les comités existants, notamment le comité sur les droits de l'homme et le comité pour les droits économiques, sociaux et culturels, aussi continuent de prendre en compte ce droit dans le contexte de l'observation de la revue des obligations qui sont clairement, spécifiquement définies dans les deux instruments juridiquement contraignants. Après, juste pour mentionner, pour faire le lien avec le contentieux, l'arrêt de la Cour suprême de Norvège en décembre 2020, elle mentionne le fait, il y a un paragraphe très intéressant où la Cour suprême mentionne le fait que la disposition 112 de la Constitution norvégienne, qui est celle qui est formulée de manière très forte, je vous encourage à la lire si vous ne l'avez pas lue, ce n'est pas un exemple pour la Cour suprême, ce n'est pas un exemple de règle contraignante en droit international. Un droit individuel à l'environnement ou au climat n'a pas été établi par aucune convention. On ne peut donc pas trouver de support pour l'interprétation de la formulation dans de telles sources. Donc, en fait, la Cour suprême, malgré le fait que l'article de la Constitution norvégienne est l'un des plus ambitieux, l'un des plus explicites qui soit dans les constitutions à travers la planète sur la protection du droit à un environnement sain et l'imposition de responsabilités pour l'État, la Cour suprême fait un pas en arrière en mentionnant le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance au niveau universel. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas encore d'un traité. Je pense qu'il n'y a pas pour l'instant de vision pour un traité international reconnaissant le droit à un environnement sain, mais clairement, ça va remettre un peu en question cette analyse ou rendre, disons, la tâche plus difficile aux juges conservateurs qui préfèrent s'appuyer sur l'absence de reconnaissance au niveau international pour affaiblir la reconnaissance existante au niveau national. La deuxième étape au Conseil des droits de l'homme,
lors de la même session, c'était vraiment la session assez exceptionnelle sur ces questions-là, création d'un nouveau mandat de rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques. À nouveau, très forte mobilisation. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, je serais content de le faire lors des questions s'il y en a, mais juste très brièvement, pourquoi un rapporteur spécial sur ces sujets? Ça a été un sujet porté en particulier par les petits États insulaires. On a évidemment 2 rapporteurs spéciaux qui travaillent sur les questions de droits de l'homme et de l'environnement, celui sur les droits de l'homme et de l'environnement et celui sur droits de l'homme et déchets toxiques et produits dangereux. Beaucoup de travail a été fait sur le changement climatique, mais si vous regardez un mandat de rapporteur spécial, il limite le nombre de rapports que le rapporteur spécial peut produire ou que la rapporteure spéciale peut produire, pardon, et limite le nombre de pages. On parle de rapports de 20 pages et une limite très ferme. John Knox et David Boyle, les 2 rapporteurs spéciaux précédents sur la question de droits de l'homme et environnement, ont tous les 2 produit un rapport sur droits de l'homme et changement climatique, mais en 20 pages, comment aborder les questions de transition juste, d'égalité des genres dans les politiques agricoles ou les politiques de transport, comment adopter vraiment adresser la question de pertes et dommages, de comprendre comment vraiment avoir des mécanismes de financement, c'est simplement impossible. Et quand on voit les 2 rapports qui ont été produits, ils ne peuvent pas évidemment rentrer avec beaucoup de profondeur dans ces sujets. Donc, ce qu'on espère maintenant, c'est que ces rapporteurs spéciaux qui existent continueront leur travail. Et pour faire le lien avec le contentieux à nouveau, on a vu beaucoup d'engagement à travers les interventions des 2 rapporteurs, John Knox, David Boyd, aussi de Marcos Orellana sur les questions toxiques, qui s'engagent dans le contentieux climatique au niveau national, au niveau régional, au niveau international avec des contributions vraiment remarquables. Du coup, peut-être que l'apport pour le contentieux, pour la protection des droits de ce nouveau mandat, il sera plus j'espère, en soutien de ces contributions dans les contentieux, mais aussi d'avoir la production de rapports, la stimulation d'un débat qui ouvre un petit peu plus certains sujets qui n'ont pas été abordés pour l'instant par les organisations de droits de l'homme sur certains aspects. Maintenant, on sait que les droits de l'homme et le changement climatique, il y a des liens, c'est reconnu par tout le monde, et je vais le mentionner quand j'aborderai très brièvement la COP26, mais du coup, on pourra approfondir plus avec ce nouveau rapporteur. Une petite référence, si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un de très compétent, il vous reste quelques heures pour candidater, puisque le dépôt des candidatures est aujourd'hui. Et on espère qu'il y aura beaucoup de personnes très compétentes qui permettront du coup de faire émerger un profil intéressant. Très brièvement, je sais qu'il me reste que 3 minutes, la droite de l'homisation des négociations climatiques, je crois que ce terme vient de toi, Christelle, si je ne me trompe pas, comment on peut peut-être tirer de conclusion de la COP26 qui vient d'avoir lieu à Glasgow pour l'intégration des droits de l'homme dans les négociations climat. Peut-être très brièvement 3 dimensions, l'ambition, la promotion des droits et la défense des droits. L'ambition, c'était un grand sujet à la COP. Je ne vais pas faire un résumé. 2020, c'était l'année des premières CDN, l'année où on était censé voir un petit peu la différence ou le gouffre entre l'ambition des États et la vision élaborée par l'article 2 de l'accord de Paris. Pas de point d'agenda en même temps sur ce sujet. Donc, une difficulté pour la présidence vraiment du Royaume-Uni de pouvoir refléter cette dimension tout en n'ayant pas de mandat clair de le faire. Il y a 2 axes principaux, comme ça a été fait. La première, c'est des annonces sectorielles, mais d'un point de vue, disons, juridique, il n'y a aucun mécanisme de suivi, c'est très flou, ça se superpose. On ne sait pas si c'est additionnel au CDN ou pas. Donc, beaucoup de dangers là pour vraiment garantir une responsabilité des acteurs qui mettent des initiatives sur la table. Et puis, les décisions politiques qui ont émergé de la COP, avec des références nouvelles sur les énergies fossiles, même si elles sont très faibles, des références aux objectifs de Paris, mais malheureusement toujours 2 degrés, 1,5 degré, même si cette fois-ci, on a mentionné le fait que vraiment 1,5 degré, ce serait quand même mieux, mais la cible de 2 degrés reste là, et une annualisation de l'ambition à partir de maintenant, puisque clairement, le cycle de 5 ans, il ne fonctionne pas. Ça, hier, on avait mentionné le fait que l'ambition, elle revient tous les 5 ans par le renouvellement des CDN. La COP de Glasgow, elle change cette dynamique un petit peu en démontrant que non, clairement, ça ne fonctionne pas. Il faut accélérer et intensifier cette conversation. Est-ce que ça va nous aider sur le contentieux, cette COP ? J'aurais tendance à dire les références qu'on utilise dans le contentieux, clairement, c'est l'article 2, c'est l'article 4 de l'accord de Paris, le paragraphe 11 du préambule. Je ne vois pas vraiment d'apport complémentaire de la COP26 qui pourrait nous aider pour le contentieux climatique.
En une minute, les deux autres dimensions, la promotion des droits, une approche proactive, utiliser l'accord de Paris et sa mise en œuvre pour promouvoir les droits dans l'action climatique, fiasco total. À Glasgow, même la présidence le mentionnait en ces termes, un nouveau programme de travail de 10 ans sur les questions de participation du public, où l'Arabie saoudite, tout seul, parce que la société civile a été exclue des salles de négociation, a demandé à enlever toute référence au droit, ce que tout le monde a accepté à part le Mexique. Et donc, fiasco, et même l'expression de la honte de certaines délégations, quand elles ont réalisé qu'en fait, elles avaient laissé passer ça, donné libre cours au fantasme des délégués saoudiens-arabiens, d'Arabie saoudite, qui ont retiré complètement toute référence, alors que c'est vraiment le programme de travail qui devrait parler de ces questions, puisqu'on parle de participation du public, accès à l'information et éducation aux questions environnementales. Le droit à l'éducation, il est protégé par la CICE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE. Deuxième point, et je vais conclure, c'est la défense des droits dans l'action climatique, l'approche plus réactive, comment on peut mettre en œuvre l'approche de l'accord de Paris sans créer de nouveaux risques. Et c'est là où les mécanismes de marché créent des nouveaux risques, on l'a vu avec Kyoto, et où on a eu une émergence des références aux droits de l'homme dans la COP26 qui ne sont pas suffisantes, qui malheureusement continuent à créer certains risques, mais qui sont au-delà de toutes les attentes si on compare à où on en était à Madrid, et donc clairement une prise en compte systématique de l'importance de ces liens, de l'importance de ces risques, avec par exemple des États qui avant étaient toujours opposés systématiquement, qui ont anticipé ces références en eux-mêmes, notamment les pays qu'on appelle LMDC en anglais, qui rassemblent tous les États conservateurs qui d'habitude détestent toute référence aux droits de l'homme dans les négociations climatiques, qui ont eux-mêmes proposé de mettre des références dans les préambules pour affaiblir le texte, mais qui ont vu qu'il n'était plus possible de s'opposer. Pour conclure, je voudrais juste peut-être faire le lien avec ce dernier point et quelque chose qui a été mentionné hier dans la présentation de Mathias et Olivier lorsqu'ils discutaient de comment le contentieux climatique, le juge peut aider la mise en œuvre des CDN. Ils avaient mentionné trois différentes, c'était ce graphisme, trois points sur la contribution du juge ou l'opportunité pour le juge de contribuer. Moi, je voulais juste relever une question, c'est que certains jugements sont très intéressants et vont au-delà de ce que les négociations climatiques nous offrent, parce qu'ils ne prennent pas, ils ne font pas simplement ils ne créent pas simplement une relecture ou une révision, un jugement là, j'ai plein de termes anglais qui me viennent en tête, je suis vraiment désolé, c'est encore trop près. Avec la COP26, ils ne font pas simplement une relecture des engagements nationaux, à la fois par rapport à l'ambition et après par rapport à la mise en œuvre des engagements nationaux, comme en France, est-ce que le gouvernement met en œuvre sa propre ambition? Mais on voit ce sujet qui émerge de plus en plus dans Agenda, le cas irlandais, le cas allemand en particulier. Est-ce que les politiques qui sont prévues ou qui sont mises en œuvre, elles permettent de donner suffisamment de prévisibilité et elles ont des bénéfices qui sont suffisamment réalistes pour vraiment permettre d'obtenir les objectifs qui étaient listés dans la CDN. Et du coup, par exemple, on voit par exemple dans l'exemple allemand que le juge allemand explique les marchés de carbone, les technologies d'émissions négatives, très intéressant, mais ce n'est pas suffisamment réaliste. Donc moi, je considère que le gouvernement allemand doit remplir sa CDN, ou dans ce cas-là, sa cible nationale, sur la base uniquement d'actions qui sont réalistes, et toutes ces actions non réalistes ou non prouvées, ou plus, disons, avec des bénéfices potentiels au long terme, elles doivent être additionnelles uniquement. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui complémente l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris laisse la porte ouverte à beaucoup de ce que la société civile a tendance à appeler les fausses solutions. Et du coup, le juge, là, a un rôle critique pour complémenter les faiblesses de l'accord de Paris sur certaines questions.